Salut, je m'appelle Divine Bellotti et je suis passionnée par les histoires inspirantes. Si vous en avez une, je serais ravie qu'on la raconte ensemble. Nous sommes réunis aujourd'hui pour l'épisode 6 de Hadith avec Divine Bellotti et j'ai le plaisir d'accueillir une légende vivante. Wow. Un modèle pour toutes les générations africaines. Il incarne talent, savoir-faire, excellence et gestion très démocratique. Mesdames et messieurs, son Excellence, Monsieur le Président fondateur de la République du Gondwana, est avec nous aujourd'hui. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous accorder de votre temps pour pouvoir partager votre expérience. Merci de m'accueillir et puis surtout merci à la belle ville de Lubumbashi de m'accueillir pour une deuxième fois. Ah, quand vous venez de le dire une deuxième fois, la première fois date il y a combien de temps? Les jeunes ne s'en souviennent pas, mais en 2012, 2013, j'étais déjà ici. Okay. On a fait des spectacles au stade du TP Mazembe. Okay. On a fait un autre spectacle avec Gou, Digbe et toute la bande à Lubumbashi, dans la salle de l'Assemblée provinciale. Okay. Oui, c'était vraiment l'ancêtre du Parlement du Rire. On peut dire que c'est né ici à Lubumbashi. Hein. Ah, fier chandelle à nous. Ouais. Alors, depuis 2013 et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez pu remarquer de particulier, de changer chez nous à Lubumbashi? Dans la ville, oui. Je suis arrivé de nuit, mais ce que j'ai remarqué, c'est que c'est la différence d'ambiance avec la folie de Kinshasa. Okay. Quand on arrive à Lubumbashi, c'est toujours le calme, c'est la sérénité, et j'ai retrouvé ça. J'ai retrouvé aussi la température vraiment modérée. On est au paradis ici. Je comprends pourquoi les Luchois ne veulent pas aller ailleurs. Et ils ont raison. En tout cas. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais bien vous raconter comment j'ai entendu parler de vous pour la première fois. Ah. En fait, ma défunte grand-mère était une fière patriote de la République très démocratique du Gondwana. Du moment où vous passez sur RFI. Ça fait plaisir, on lui rend hommage et je lui dis merci. Et j'imagine que de là où elle est très fière de moi parce que je suis dans la même pièce que son président. Parfait, elle nous regarde et surtout qu'elle nous envoie ses bénédictions. On en a besoin. Alors, on va essayer de mieux vous connaître. On va rentrer dans votre enfance. Oui. Qui est Maman enfant? Comment s'est passée votre enfance? Une enfance tranquille, née au Niger, à Agadez. Agadez qui est un peu, on peut dire, l'équivalent de Lubumbashi pour mon pays, le Niger, parce qu'Agadez, c'est vraiment une région aux confins du Sahara et qui a des richesses minières, notamment... Voilà, notamment l'uranium. Et donc, je suis né là-bas, mon père enseignant, puis fonctionnaire, qui a fini ambassadeur du Niger. Et c'est pour ça que j'ai eu mon enfance. J'ai grandi entre la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Nigeria, et même l'Algérie, bien sûr le Niger. Donc, c'est cette enfance-là qui m'a donné un appétit de lecture. Okay. De journaux. Mon père ramenait toujours des journaux, Jeune Afrique, tous les quotidiens nationaux, toutes sortes de magazines. Et l'enfant que j'étais, les prenait, lisait. Donc je lisais tout ce qui me tombait entre les mains. Donc cette curiosité-là, elle me vient de là. Et aussi le fait d'avoir grandi dans différents pays m'a donné ce sentiment d'appartenance à l'Afrique. Okay. Voilà. Je ne me sens pas seulement nigérien, mais je me sens ivoirien, camerounais, congolais, nigérian, un gondwanais, quoi. Ok. Et maman adolescent, quelles étaient ses passions? Le football, comme tout gondwanais. Le football, la musique, beaucoup de lecture. Et j'en profite pour donner donc ce conseil à tous les jeunes qui veulent faire de l'humour. C'est lisez tout ce qui vous tombe entre les mains. Okay. Des journaux, de politique, de football, de musique, de tourisme, de médecine, de tout ce qu'on veut. Un humoriste doit être complet, doit être comme un 4x4. On peut rouler sur une autoroute, comme sur une piste, comme dans la boue, comme dans la poussière. Okay. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter l'un de vos souvenirs de jeunesse, l'un des plus beaux? Il y en a beaucoup, hein. C'est difficile de choisir, mais mes plus beaux souvenirs, c'est toujours mélangé aux souvenirs parmi les plus tristes. Parce que comme mon père était diplomate, on vivait 3-4 ans dans un pays. Puis après, il faut déménager pour aller dans un autre pays. Donc, il y a cette tristesse de quitter les amis que je viens de me faire.
Et puis l'arrivée dans un nouveau pays, la découverte d'une autre culture, de nouveaux paysages. Voilà, c'est ce sucré, salé, froid, chaud qui constitue un peu ma vie. Et c'est pour ça que j'adore voyager. Et ce métier qui est venu me tomber dessus par hasard m'offre cette possibilité-là. Maman est-il père de famille? Oui, je suis marié, 2 enfants, que j'aime beaucoup. On a besoin d'une vie équilibrée et la famille me donne cet équilibre-là. Voilà, je sais pourquoi je fais ce métier, je sais pourquoi j'avance. Et les voyages, c'est aussi beau, mais c'est aussi le déchirement, l'éloignement avec la famille. Donc, vos enfants sont très fiers, ils sont quand même fils et filles de président. Oui, ils sont fiers de voir leur père sur scène, à la radio, à la télé, mais surtout de ce que je traite sur scène. Et voilà, il y a cette fierté-là. Je m'avance, j'espère qu'ils sont fiers en tout cas. Okay. Alors, quand on défile sur votre compte Instagram, on voit que c'est bien écrit en grand humoriste. Oui. Qu'est-ce qui a déclenché votre carrière d'humoriste? Le hasard, le hasard de la vie. J'ai fait des études scientifiques, physiologie végétale. Donc, j'ai fait une maîtrise en Côte d'Ivoire, puis je suis parti en France faire un 3e cycle. J'ai fait un DEA, puis j'ai commencé la thèse. Et au moment où je travaillais en laboratoire sur ma thèse, un ami m'a amené dans un atelier de comédie à Paris. Et c'est comme ça qu'un jour, par hasard, il m'a dit, écoute, on a un numéro de comédie, on a besoin de quelqu'un, parce qu'il y a un des comédiens qui les a lâchés. Okay. Et il m'a dit, viens le remplacer. J'ai dit, mais pas du tout, moi je t'accompagne, je regarde. Il dit, non, tu n'as rien à faire. C'était une chorale de rire. Les membres de la chorale, au lieu de chanter, ils riaient. Okay. Il m'a dit, tu vas jouer le chef d'orchestre. Okay. Et tu tournes le dos au public. Okay. C'est parfait pour moi. Oui. Je ne vois pas le public, exactement. Je tourne le dos, je ne parle pas. Donc quand je fais ça, ils chantent, je fais ça, ils arrêtent, je fais ça solo, tous ensemble. Et c'est comme ça. Ça m'a donné vraiment le goût, les applaudissements et tout. Puis il m'a intégré dans une scénette où on était à plusieurs. Okay. Que j'ai écrite après sur la situation des sans-papiers en France. Okay. Et l'écriture était tellement belle, il m'a dit, mais pourquoi tu n'écris pas pour toi tout seul sur scène? Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier sketch qui parlait du Gondwana déjà. Okay. Voilà, et là, c'était en quelle année? C'était au début des années 2000, 2003, 2004. Okay. Et c'est comme ça que je suis monté sur scène pour la première fois. En étant un parfait débutant, il y a une scène à Paris qui s'appelle le Field. C'est une scène ouverte au Théâtre Trévise, dans le 9e arrondissement, où tous les dimanches soirs, c'est connu, c'est des inconnus qui montent sur scène. Le public, plus de 300 personnes viennent en sachant que c'est des inconnus qui seront sur scène. Il y a une équipe d'animation. Et ça joue le jeu, donc des gens comme Jamel, Dieudonné, Elie Semoun, Danny Boone, ont tous commencé là. Okay. Donc quand tu écris ton texte, tu veux le tester devant du public, tu viens devant un vrai public qui est tolérant, qui est connaisseur. Okay. Quand c'est drôle, il rit, quand c'est pas drôle, il rit pas. Et comment s'est passé votre C'est une bonne école. Ça a été vraiment un franc succès pour ce premier sketch. Et j'ai dit, waouh! J'ai trouvé mon truc. J'étais parmi les premiers humoristes noirs d'origine africaine à monter sur scène à l'époque. J'étais seul. Il y avait Fabrice Eboué aussi qui était là. On était vraiment les deux. Puis j'ai écrit un autre texte, un texte qui circule encore aujourd'hui sur la langue française. Okay. Puis un 3e, puis un 4e, et une société de production est venue me proposer un contrat. Ils m'ont dit, ce que tu fais, ça nous plaît. Okay. Eux, ils ne faisaient pas de l'humour, ils faisaient de la musique. Okay. À l'époque, on appelait ça world music. Ils produisaient Manu Dibango, Ray Lema, qui est un grand chanteur congolais, historique, qui est vraiment une valeur sûre, Idir, algérien. Et donc, ils faisaient une tournée dans toute la France et je faisais leur première partie. Ils me mettaient 15 minutes avant les chanteurs. Ça marchait tellement que le directeur de la salle disait, mais ce jeune homme-là, est-ce qu'il a un spectacle de 1 heure? Je disais, oui, j'ai un spectacle. Et on signait le contrat pour l'année d'après. Je venais tête d'affiche tout seul pour faire mon spectacle. Et c'est comme ça que j'ai tourné dans toute la France
avec mon spectacle. Et Laurent Ruquier m'a remarqué, il m'a embauché sur Europe 1, France 2. La même année, le Jamel Comedy Club s'est formé autour de nous, Fabrice Eboué, Thomas Ndjidjol, Patson, on était tous ensemble. C'était la première génération, la première promotion du Jamel Comedy Club. Et c'est comme ça, 2006, 2007, 2009, RFI est venu me chercher et ça a commencé. Donc, ça a fait caler d'ascension en ascension. Mais, sans plan de carrière, sans réfléchir, mais surtout en bénéficiant de ce système en France où l'humour est bien structuré. Il y a une économie. Un humoriste, un artiste peut vivre de son art. Il y a le système d'intermittent du spectacle. Quand on a un certain nombre d'heures de travail, même si après on ne joue pas, on a une indemnité chômage. Et c'est ce que je parlais avec la ministre de la Culture de RDC il y a 2 jours, et elle m'a dit qu'elle est en train de travailler pour le statut de l'artiste et pour introduire ça, pour que les artistes congolais puissent être reconnus, travailler avec des contrats, qu'ils cotisent à la retraite, à l'assurance maladie, ce qui existe en France. Et c'est comme ça. C'est juste ce système qui manque en fait à la plupart des Africains. Ah oui, c'est ça qui manque, que l'artiste soit considéré comme un salarié, comme un travailleur. Il a un contrat, il a un salaire déclaré, il paye des impôts, paye des charges, il cotise à la retraite, à l'assurance maladie, ce qui fait que quand il tombe malade, au lieu qu'on aille chez le gouverneur ou chez le ministre dire il y a tel grand artiste qui est en train de mourir, il faut donner de l'argent, là, il peut se prendre en charge, il peut être pris en charge par la solidarité nationale qui est la sécurité sociale du pays. Alors, quand on observe un peu de près vos sketchs, généralement, il y a un petit côté social, un côté politisé, un côté un peu engagé. Tout le temps. C'était une décision purement stratégique pour faire du marketing, réussir rapidement, ou bien c'était très intuitif? Mais au contraire, quand on veut réussir très rapidement, il faut éviter la politique, il faut éviter tout ce qui est social, parce que ça fâche. Exactement. Voilà, donc c'est pas une bonne stratégie si on veut faire le buzz, si on veut monter très rapidement. Donc moi, je donne ce que je suis, mes passions dans la vie, c'est suivre l'actualité, comme je l'ai dit. Mon père m'a donné le virus depuis tout petit, voilà. Donc je suis sensible à tout ce qui est injustice, à tout ce qui est inégalité sociale, ça me touche. J'ai eu la chance au début de ma carrière en France, je suis tombé dès le début sur un grand de l'humour français qu'en Afrique beaucoup de gens ne connaissent pas, que même en France certains ont commencé à oublier, qui s'appelle Romain Bouteille. Et Romain Bouteille, je connaissais sa femme qui avait un plateau d'artistes et elle m'a intégré dans ce plateau d'artistes. Et Romain Bouteille, c'est comme ça que je l'ai connu. Et lui me disait, il a aimé mon tout premier sketch. Et donc tout le temps il me donnait des conseils. Et il m'a dit, ne monte jamais sur scène si tu n'as pas une colère. Un humoriste doit être mu, doit être véhiculé. Le carburant d'un humoriste, c'est la colère. C'est les choses qui nous énervent dans la vie de tous les jours. C'est ça qu'on doit prendre, digérer et transformer ça en sketch. Parce que, qui que tu sois, si quelque chose t'énerve dans la vie de tous les jours, sache que t'es pas seul. Ouais, il y a d'autres personnes. Oui, il y a d'autres personnes. Le public qui vient, ça l'énerve. Si tu fais un sketch sur les embouteillages, sache qu'il y a beaucoup de gens. Donc, les embouteillages, bon, tu le vois, maintenant tu réfléchis, c'est dû à quoi? C'est dû, au fait qu'il y a trop de voitures, au fait que les autorités ne font pas assez de routes, il n'y a pas eu de planification, c'est dû aussi au comportement égoïste des chauffards, chacun veut être le premier à passer, c'est dû au manque de tracés, de routes, infrastructures, tout ça. Donc, un humoriste doit prendre tout ça et en faire quelque chose de drôle. Et quand tu réussis à faire quelque chose de drôle qui vient d'une colère qui est en toi, les gens vont rire. Tu le sens dans le rire. Le rire est très fort. Et surtout, les gens rient et en plus, derrière, ils disent « Ah, mais il a raison, il a raison. » Voilà. C'est ce que je pensais, mais je n'arrivais pas à le dire en humour. Ça, c'est le plus beau compliment qu'on peut faire à un humoriste. Ok. Ouais. Alors, depuis le début, on n'a pas cessé de parler de la République du Gondwana. Oui. La République très, très démocratique, il ne faut pas oublier ça. Alors, président fondateur, comment vous est venue cette idée de créer le Gondwana? Pourquoi le Gondwana?
Et surtout le mot Gondwana. Alors, le Gondwana, c'est vraiment pas moi qui l'ai inventé, hein. Ça me vient de mes études scientifiques, donc au moins que mes études aient servi à quelque chose. Le Gondwana, c'est un terme indien, de l'Inde, hein. C'est une région, à l'époque, dans le nord de l'Inde, qui s'appelait Gondwana. Okay. Ils ont changé de nom aujourd'hui, mais ça vient de, c'est une langue, c'est en langue hindoue. Puis un paléontologue, sismologue, archéologue qui travaillait sur la tectonique des plaques, à un moment parce qu'il y a des centaines de millions d'années, la Terre c'était un seul continent qui s'appelait la Pangée. Okay. La Pangée s'est cassée en deux, au nord la Laurasie qui regroupe l'Europe, l'Amérique du Nord, l'équivalent de la Russie aujourd'hui et tout. Et le continent du Sud, c'est l'Afrique, l'Amérique latine, on le voit que ça s'emboîte. Le sous-continent indien, l'Australie. Et ce continent du Sud, ça s'appelait le Gondwana. Okay. Voilà, donc quand RFI m'a demandé de faire une chronique qui va parler à tous ses auditeurs, parce que RFI est diffusé sur toute l'Afrique, et que j'ai pensé, je me suis dit, si à l'antenne de RFI, je fais par exemple une chronique sur le Congo aujourd'hui, ben les Sénégalais, les Camerounais, ça ne va pas les intéresser. Okay. Si je fais une chronique sur le Sénégal, les Congolais, pareil. Donc il fallait quelque chose qui intéresse tous les auditeurs, tous les Africains, et comme aussi c'est à l'antenne de RFI, pour ne pas stigmatiser un pays ou des dirigeants, j'ai dit, c'est la République très très démocratique du Gondwana. À la tête de ce pays, notre leader bien-aimé, son Excellence président fondateur, c'est comme ça qu'on fait quand on parle de lui. Voilà. Donc je ne cite pas de nom, mais je prends toujours dans l'actualité un fait de l'actualité récente, puisque je viens à la fin du journal de RFI. Donc dans la tête des gens, il y a les informations. Okay. Si par exemple je dis au Gondwana, président fondateur veut un 3e mandat. Okay. Il y a beaucoup de pays qui vont se sentir concernés. Exactement. Si je dis au Gondwana, on a créé un GPS, pas pour donner les trajets sur les routes, mais pour indiquer aux conducteurs l'emplacement des trous sur les routes. tous les Africains, il y a plein de pays qui... Si je dis au Gondwana, il n'y a pas assez d'écoles. Si je dis au Gondwana, un policier, tu dois nous donner un billet pour... Chaque pays africain, même au-delà, va se sentir concerné. Exactement. Donc le Gondwana, ce n'est pas que l'Afrique, c'est tout pays dans le monde où, voilà, manque de gouvernance, injustice, où les pauvres ne sont pas concernés, où c'est les riches, les puissants qui dominent. Donc c'est ça le Gondwana. Alors, quand on parle de tout ça, on voit ce rapport que vous avez à la mauvaise gestion de la gouvernance. Ouais. Quel est votre rapport avec les dirigeants africains dans la vraie vie? Ben, je viens de le dire, je ne cite pas de nom. Oui, mais est-ce qu'il y en a certains que vous côtoyez, que vous connaissez? Ah oui, je les connais tous. Dans tout pays où je pars, je rencontre les dirigeants. On m'appelle, Maman, il y a tel ministre qui veut te voir. Je vais, je les vois parce qu'ils sentent que j'aime ce continent. Okay. Et puis, il y a ce côté où, en Afrique, c'est une vieille tradition, où dans les cours royales, il y avait les fous les griots. En Europe, c'était les fous du roi. C'était les seuls qui disaient la vérité au roi, exactement, mais dans l'humour, et puis sans blesser, sans vulgarité, sans heurter qui que ce soit, mais ils disaient la vérité. Et les dirigeants africains ont compris ça. J'ai rencontré beaucoup de présidents africains, beaucoup de ministres, même en France, même au Canada, où je vais, les dirigeants savent ça. Mais il y a beaucoup d'agressivité. Souvent, c'est même pas les dirigeants. C'est toujours l'entourage, les petits qui veulent se faire voir, qui veulent monter. Et je reçois des insultes, je reçois de l'agressivité. Mais moi, je suis content de ça, parce que ça veut dire que mon humour ne laisse pas indifférent. Okay. Un humoriste ne doit jamais laisser indifférent. Un humoriste doit être soit de l'eau chaude, soit de l'eau froide. Okay. Voilà, c'est ça. Il faut que ça touche, ça bouscule les gens. Quand tu fais de l'humour et que c'est de l'eau tiède, quand on veut prendre notre douche, on veut toujours que ça soit de l'eau tiède, donc on est confortable, on est bien, on prend sa douche. Donc un humoriste qui laisse
les gens confortables, ils sont bien avec son humour. Ça veut dire que tu bouscules rien. T'es un vendeur d'illusions, t'es un commerçant. Parce que le commerçant, qu'est-ce qu'il veut, le commerçant? Il veut vendre ses produits à ses clients. Or, moi, en tant qu'humoriste, je n'ai pas de clients, j'ai des spectateurs. Okay. Voilà, des spectateurs qui choisissent de venir voir mon spectacle en se tenant prêt à être bousculés, à entendre certaines vérités. Et l'humour doit servir à ça pour éveiller les consciences et pour changer les choses. Mais vos prises de position humoristiques ne vous ont pas quand même parfois amené des problèmes? Non, des problèmes directs, non. Mais des fois, quelques-uns de mes spectacles ont été pas annulés, mais des organisateurs me contactent. On commence à discuter les contrats, la date, puis après, plus rien. Mais je sais pourquoi. Des petits combats politiques. Voilà, mais moi j'aime bien ça. Je ne veux pas laisser indifférent. Parce que je fais ça pour le peuple, je fais ça pour les spectateurs, la majorité des gens. Je ne fais pas ça pour des petits courtisans qui sont là pour conserver leur place et tout. Non, je fais ça pour le peuple, pour que on retienne ce que je dis, que ce que je dis, le message fasse son petit trajet, quoi. Alors, on me signale déjà derrière les caméras que je suis à court de temps. Donc, je vais foncer avec mes dernières questions. Ouais. Alors, on va prendre la nouvelle génération des humoristes. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui vous impressionnent? Impressionné n'est pas le mot, mais intéressé. Il y a beaucoup de jeunes, je ne citerai pas de nom, mais au Parlement du Rire, on fait des sélections à base de textes. Et donc, on lit tous les textes qu'on nous envoie de toute l'Afrique. Et je remarque certains qui ont vraiment du potentiel et tout, et on les encourage. Donc on les fait venir au Parlement du Rire, on sélectionne leurs textes, et il y a une génération, on sent que derrière il y a une réflexion sur la vie et sur leur art. Et pour ceux peut-être qui se posent la question, comment rejoindre le Parlement du Rire, est-ce qu'il y a... Oui, c'est simple, hein, c'est envoyer 3 ou 4 textes à une adresse mail, prenez vos stylos, notez, en minuscule, parlementdurire@gondwanacity.com. Je vous la donnerai et vous écrirez sur l'écran pour ceux qui veulent venir. C'est sur nos pages Facebook, tout le monde le sait maintenant. Alors, entre vos chroniques sur RFI, vos spectacles comme celui que vous avez donné à Lubumbashi, vos projets télé, quel est votre format préféré? C'est la scène. C'est la scène devant le public où je suis tout seul. J'ai toute la liberté que je veux. C'est vraiment, c'est comme ça que j'ai commencé, hein. Et c'est là où j'ai vraiment le plus de liberté. Et puis je vois les gens, je vois leurs réactions. À la radio, je vois pas les réactions. Je fais ma chronique, les gens écoutent en voiture, chez eux, partout. Mais vraiment la scène, là, le public est là, et je sens la force de leurs réactions. Voilà, c'est vivant. Alors, quels sont vos projets à venir? Il y a 2 projets vraiment qui me tiennent à cœur. Il y a la fiction, où j'avais fait le film Bienvenue au Gondwana il y a quelques années. Là, je suis en train de travailler sur la suite. Donc, la fiction en série et des longs métrages. Mais le projet qui me tient vraiment le plus à cœur, que j'ai commencé déjà depuis 2-3 ans, c'est la formation. C'est former des jeunes humoristes. Je suis en train de monter une grande école à Niamey, au Niger, chez moi, et des petites antennes à Abidjan. On va en monter aussi à Lomé, au Cameroun, et aussi à Kinshasa. J'en ai parlé à la ministre de la Culture et au ministre de la Communication aussi. Je dis... il faut former les humoristes, oui, leur donner vraiment l'amour du texte. Parce que la base de l'humour, c'est le texte. Sans texte, c'est juste des maisons qu'on construit sur la plage, quoi. À la moindre vague, ça s'efface. Et puis surtout, notre métier a changé aujourd'hui. Un citoyen lambda, s'il veut rire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son téléphone portable, il va sur TikTok, Facebook, il y a des vidéos drôles, il rit. Donc ça, c'est une concurrence pour nous, les humoristes. Donc la plus-value qu'on doit amener, nous, c'est une écriture, une réflexion, un sens, pour que les gens se disent, OK, si je paye 5-10 $ pour aller
voir ce gars sur scène, ça va me donner plus que ce que je veux voir sur mon téléphone portable. J'espère que les futurs humoristes, vous avez entendu, vous avez compris que vous allez appliquer les conseils de M. Maman. Alors, un conseil pour cette jeunesse africaine ambitieuse qui aimerait se démarquer comme vous avez su le faire. Ouais. Qu'est-ce que vous nous dites? C'est partout, hein, dans tous les domaines, c'est se former. L'écriture, l'exigence professionnelle, le respect du public. Si c'est un métier où il y a une clientèle, le respect du client, donc le respect du travail bien fait. Les restaurants qui marchent le mieux, c'est les restaurants où on mange bien, où on est bien reçu, où le cadre est agréable. Le boulanger qui marche le mieux, c'est celui qui a un pain qui est très bien. Le taxi confortable, bien climatisé, propre, le conducteur. Voilà, dans tous les métiers, c'est ça. Et l'humoriste aussi, il faut qu'il sache que l'humour, c'est un travail. Donc à tous les jeunes qui nous regardent, travaillez, écrivez, soyez curieux et surtout sachez que ce que vous faites, c'est un travail. Alors, c'est par ces mots que nous allons nous quitter. Le respect du travail bien fait. Nous disons merci au président fondateur de la République très, très, très démocratique du Gondwana d'avoir pu partager son expérience avec nous. Et si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas de le partager, de laisser vos avis en commentaire et surtout de nous contacter si vous avez aussi des histoires inspirantes à raconter. Je vous dis bye bye et on se retrouve au Gondwana.